Nous avons mis en évidence lors d'une rencontre antérieure ce qu'une enquête ethnographique dans un laboratoire peut nous apprendre sur la science et la technologie. Les sciences et les techniques nous apparaissent, grâce à ce regard anthropologique, à la fois plus familières, puisqu'elles ne sont pas très loin du bricolage et du raisonnement quotidien, et plus étranges, parce qu'il est en effet bizarre de passer sa vie à faire des inscriptions et à essayer de convaincre les autres de leur validité. Nous avons réuni, pour discuter de ces aspects à la fois familiers et étranges de la science, Yves Gingras, historien et sociologue de l'Institut d'histoire et de sociopolitique des sciences de l'Université de Montréal, et Bruno Latour, sociologue, chercheur au Centre de sociologie de l'innovation de l'École nationale des mines de Paris. Yves Gingras, quelle est votre réaction en tant qu'historien et sociologue aux études de laboratoire qui s'inspirent des méthodes anthropologiques? Disons que pour se lancer dans une direction qui va distinguer les grands problèmes actuels de la sociologie des sciences, je dirais qu'il faut tout d'abord mettre en évidence les liens entre les objets que les sociologues des sciences ont étudiés au cours des 20 dernières années avec les méthodes qu'ils ont été obligés de se donner pour faire ces études-là. Lorsqu'on parle souvent de la sociologie des sciences, ce mot-là réfère toujours majoritairement aux travaux sur les luttes institutionnelles et sur la mise en place de groupes sociaux qui ont intérêt, comme les physiciens, soit à agir de façon corporative pour faire des demandes au gouvernement d'accélérateurs de particules, ou à un autre niveau qui est aussi très typique des travaux de sociologie des sciences, qui est d'étudier la compétition entre des gens dans un même domaine pour imposer un certain nombre de théories en disant, bon, on va partir un nouveau journal parce que l'autre journal ne veut pas publier nos travaux, etc., etc. Donc, une lutte de compétition à travers ce qu'on va appeler souvent de façon vague un champ scientifique, c'est-à-dire l'ensemble des pairs qui sont des collègues, mais en même temps sont considérés comme des ennemis, puisqu'ils veulent imposer à l'autre une certaine vision du monde. Ces méthodes-là ont fait appel, ces objets-là, c'est-à-dire le groupe des physiciens ou le groupe des biologistes en compétition, ont fait appel à des méthodes que la sociologie a développées, l'analyse des groupes, l'analyse des intérêts et un certain nombre de concepts. Les travaux plus récents, qu'on appelle l'ethnographie des sciences ou la construction, ou les travaux sur la construction sociale des faits scientifiques, eux font appel aux techniques beaucoup plus de l'anthropologie. Puis donc, le meilleur nom pour les caractériser, c'est beaucoup plus une ethnographie de la science. Donc, elle s'attarde... Mais qu'est-ce qu'elle apprend, cette ethnographie de la science, au sociologue ou à l'historien des sciences qui a fait les travaux dont vous parliez tout à l'heure? Je pense qu'un rapport, personnellement, de complémentarité. Lorsque, par exemple, on prend les travaux des sociologues des sciences, jamais ils ne disent mot sur ce qui est discuté par les scientifiques. Les sociologues ne se demanderont pas qu'est-ce qu'un électron, ne se demanderont pas est-ce que le physicien qui dit dans son article « J'ai découvert une nouvelle particule, il a raison ou non », comment il peut affirmer cet énoncé-là. Il va partir du fait que ce physicien-là va essayer de publier cet article-là dans ce que lui perçoit comme le journal le plus lu, donc le plus grand capital, si on prend une métaphore empruntée à l'économie. Donc, il va décrire le physicien qui veut parler de ces nouvelles particules comme étant quelqu'un qui veut maximiser son profit en publiant dans les revues les plus prestigieuses. Ce qu'apporte l'ethnographie de la science, c'est de s'intéresser à un tout autre objet, qui est celui de dire, dans les articles dont vous parlez, qui circulent pour avoir une maximisation de visibilité, etc., il y a des objets, là. Le physicien dit, j'ai découvert une particule qui s'appelle le proton. L'ethnographe dit, comment cette découverte-là, que les physiciens appellent une découverte, s'est faite. C'est par une étude, donc détaillée des travaux et du comportement des physiciens, ce qu'ils font en pratique, qui en arrive à l'évidence que cette chose-là n'est pas une découverte au sens du reflet d'un objet réel qu'on dévoile, mais est un processus de construction où les physiciens entrent dans des laboratoires, jouent avec des appareils qu'ils construisent et mettent en évidence des courbes sur du papier ou tout un certain nombre d'inscriptions comme ils les décrivent. Donc, leur objet, c'est vraiment ce qui, avant, était considéré comme un acquis, la découverte scientifique. C'est de dire une découverte, ça n'existe pas, c'est toujours une construction. Donc, c'est des choses qui sont, à mon avis, totalement différentes. Ce sont des objets différents qui imposent donc des méthodes d'appréhension de ces objets-là totalement différents. Donc, on peut dire que les anthropologues considèrent comme social non seulement
le rapport entre les scientifiques, des scientifiques entre eux, mais le rapport du scientifique à l'objet qu'il construit, Effectivement. aux faits scientifiques qu'il élabore. Exactement. Bruno Latour, qu'est-ce qui, pour vous, distingue ce type d'approche ethnographique de ce que les sociologues et les historiens ont fait depuis les 30 dernières années, par exemple? Je crois que c'est ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de considérer le social. Il y a le considérer que le social, ce sont des groupes, des institutions, et il y a considérer que le social, ce sont des associations entre éléments, et que finalement, ce qui compte dans un laboratoire, ce qu'il faut étudier, ce n'est pas tellement les groupes sociaux et leurs relations, en tant qu'elles seraient simplement des relations entre groupes, mais les relations que ces groupes ont avec des électrons, des machines, des protons, etc. Autrement dit, si on veut dire que l'ethnographie des laboratoires a apporté quelque chose, je crois que c'est à redistribuer la liste des acteurs sociaux. Les sociologies fait l'histoire, fait la sociologie, les historiens font l'histoire avec une liste fermée d'acteurs sociaux. Les professions, les groupes, les institutions, le collège invisible, les laboratoires, les classes, et les scientifiques et les ethnographes qui les étudient font la société avec une liste ouverte d'associations. Je crois que c'est ça la grosse distinction. C'est-à-dire que donc le programme et les méthodes deviennent différentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liberté de l'acteur associant les éléments les plus bizarres d'un côté, alors que ce qui intéresse le sociologue, et souvent l'historien, qui fait lui la division entre interne et externe, c'est plutôt d'expliquer par la société et son développement, ou la culture et son développement, le contenu scientifique. Et souvent mettre complètement, effectivement, de côté, comme vous le disiez, mettre de côté le contenu scientifique. Ce qui compte, donc, c'est ce à quoi on va être capable de s'associer. Monsieur Diesel est avec son moteur, et le moteur avec certains détails de sa construction, c'est ça qui lui donne la force. On peut étudier, bien sûr, les relations de Monsieur Diesel avec ses collègues, mais si on n'étudie que ça, on rate totalement la cause de la force de Monsieur Diesel. Donc, je pense que, donc, si on peut voir en un certain sens, disons, une certaine complémentarité des problèmes, il faut aussi voir qu'il y a aussi une communauté fondamentale de méthodes. Parce que derrière, ça, à mon avis, c'est une critique que je ferai aux travaux des ethnographes, c'est qu'ils n'explicitent jamais dans leur discours, qui est une description et pas une explication, c'est une description des opérations de construction. Parce qu'ils ne se posent jamais la question pour quelles raisons qu'ils le font. Puis ça, c'est une question de méthode aussi, c'est-à-dire que sinon, on tombera toujours dans une régression infinie. Donc, il faut partir d'un certain nombre de concepts qu'on se donne. Souvent, chez les sociologues, on va retrouver celui d'intérêt, qui ne sera pas explicité plus à fond, mais on va répondre aux questions par la notion d'intérêt, qui par la suite, dans une, disons, appelons ça par exemple une théorie du deuxième ordre, pourra poser le problème de quelle est cette notion-là et comment l'expliciter. Ce qui arrive effectivement depuis une dizaine d'années, où on a remis en cause la notion même d'intérêt en se disant qu'est-ce que c'est qu'au fond que l'intérêt d'un chercheur. Donc là, on travaille sur l'évolution de la notion d'intérêt et comment l'intérêt n'est pas une notion simple, une petite bille, mais est aussi une structure qui évolue. Mais derrière ça, il y a finalement une théorie commune que j'appellerais, disons, une métaphore économique, qui est une théorie de l'échange capitaliste. Parce que dans les travaux des ethnographes, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout un ensemble de concepts comme stratégie, comme investissement, et on retrouve aussi des concepts comme on parle de guerre, on parle de lutte pour s'approprier, etc. Donc, le fondement, je dirais la mare qui est commune aux deux, c'est une certaine théorie qui n'est pas explicitée, mais qui est employée. Puis ça, c'est les concepts, à mon avis, de base, dans le sens que si je me permettrais de faire une axiomatique de l'ethnographie actuelle, je dirais que ces concepts de base, comme dans la mécanique de Newton, on avait le concept de force qu'on n'a jamais explicité, sont ceux de stratégie, d'investissement, sans se poser la question qu'on pourrait se poser, pourquoi il y a intérêt, à la limite, à investir 12 heures par jour dans un laboratoire. Effectivement, pour cette raison-là, je pense que l'ethnographie est essentiellement une description minutieuse de ce qui a été oublié totalement avant par les sociologues qui s'intéressaient aux macrostructures. Et je dirais plus à l'échange qu'à l'objet qui est échangé. Mais ce que je voulais dire sur l'accusation de mon collègue, sur le fait qu'il y aurait un métalangage ou une mare, nous serions tous plongés dans une mare qui serait celle de l'économie et des métaphores économiques. Non, je crois que l'économie, par exemple, est une des sciences qu'il faut étudier,
qui performe la société, elle n'informe pas sur la société, elle performe sur la société et elle définit les intérêts. Je ne sais pas quels sont les intérêts, je ne sais pas quels sont les groupes sociaux, ce n'est pas la peine de supposer d'avance qu'on les sait pour donner une explication, parce que ceux qui fournissent les explications et qui définissent la société, c'est la sociologie comme science, l'économie comme science, la psychologie, la pédagogie, etc. C'est un peu, si vous voulez, ce que dit Foucault avec ces disciplines scientifiques. C'est la discipline scientifique constitue tout un ensemble d'appareils de mesure et construit l'ensemble des définitions de l'intérêt, de l'échange, du marché, des stratégies. Donc je crois que la sociologie des sciences, l'ethnographie, ne peut pas recourir dans ses explications à aucun des éléments empruntés aux sciences qu'elle doit étudier. Elle ne peut pas utiliser la notion d'intérêt, elle ne peut pas utiliser la notion de stratégie ou d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas pour faire vite, mais en fait, c'est un langage qui n'est pas vraiment nécessaire. On peut s'en passer, et ce qui compte, c'est le travail empirique de description des associations circonstancielles de tel laboratoire qui se lie à tel autre, etc. Effectivement, ce que je dirais, en un sens, je serais d'accord, mais à ce moment-là, on approche du positivisme, pas au sens péjoratif, mais au sens, à mon avis, précis, positivisme le plus pur. Si on renonce, et on peut le faire, parce que les sociologues n'iront jamais que la notion d'intérêt qu'ils construisent, elle est mobile et souvent va même avoir un effet performatif sur les groupes sur lesquels elle va être appliquée, qui vont se l'approprier par la suite. Mais en disant qu'on peut toujours éviter l'emploi de concepts de stratégie, une chose, c'est qu'effectivement, on est toujours convaincu qu'on peut le faire, mais jamais dans la littérature, on a réussi à le faire. Donc, peut-être qu'il faudrait se poser la question au niveau de la construction même de la description qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le moyen, même si on le dit, parce que je ne connais pas de textes qui le font, de s'épargner, appelons ça au moins un ensemble de métaphores qui nous obligent à cerner les choses. Parce que si on fait une description pure, sans, disons, concept construit comme celui d'intérêt, dont le but, effectivement, dans certaines sociologies, était d'expliquer par une dernière instance, qui était, dans leur cas, l'intérêt, alors que chez d'autres sociologies, ça va être l'économie. Donc, si on ne construit pas de concept qui se veut explicatif, on fait une description, point. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a une nécessité d'explication, mais il faut reconnaître aussi que c'est souvent là où ça se gâte. C'est Oui, souvent après le petit mot « parce que ce qui suit devient beaucoup moins persuasif, beaucoup moins crédible, et que quand on a... C'est crédible tant qu'on reste dans le général ou tant qu'on reste dans les relations sociales, mais il est vrai que dès qu'on arrive dans les molécules, dans le détail d'une équation mathématique, l'explication paraît souvent, enfin presque toujours, disons, toujours beaucoup moins crédible. Mais je crois que là, ce n'est pas du tout qu'il faut abandonner l'espoir d'expliquer, c'est qu'il y a une réserve d'explication tapis qu'on n'utilise jamais, c'est celle des informateurs scientifiques. C'est-à-dire que moi, je prétendrais que les scientifiques font, lorsqu'ils réussissent, une très bonne analyse de leur société. Et que cette analyse de leur société, cette redéfinition des liens sociaux dans lesquels ils vont être engagés, est généralement ignorée, ou du moins rabotée ou écrasée par le sociologue qui veut lui donner son explication. Le sociologue arrive en disant « moi je vais donner une explication par exemple caricaturale en termes de lutte des classes, en termes d'institutions », et l'autre donne une analyse de la société en termes, je ne sais pas, d'électrons ou de microbes, ou d'une nouvelle force qui va permettre de lier des groupes qui pour le moment étaient disjoints. Et cette sociologie-là, donc, qui est une sorte d'auto-sociologie, est généralement méprisée par le sociologue. Et c'est simplement cette sociologie-là qu'on veut libérer, en quelque sorte. C'est de façon à l'obtenir. Je donne un exemple. Si vous prenez quelqu'un comme Pasteur, par exemple, Pasteur redéfinit la société française dans une très large mesure, en faisant intervenir dans les relations le microbe. C'est-à-dire toutes les relations. Vous pensez que nous sommes là 3, eh bien nous ne sommes pas là 3, nous sommes 3 plus X millions de petites bêtes qu'on ne voit pas, mais que moi, bactériologiste, je vois, et qui vont donc redéfinir notre liaison. C'est-à-dire je peux, en vous crachotant à la figure, vous faire mourir, parce que je vous envoie un microbe, et les liens donc qui nous unissent vont être des liens qui vont être redéfinis. C'est-à-dire entre toutes les relations dans lesquelles nous étions avant que les microbes, il va y avoir les microbes et le montreur de microbes, par exemple, les pastoriens. Donc, vous ne pouvez pas analyser cette redéfinition de la société
par des groupes sociaux, puisque c'est justement ça qui est redéfini. La société française, après Pasteur, ne se compose plus que de groupes sociaux. Elle se compose de groupes sociaux qui entrent en relation ou qui sont constamment mélangés, interrompus, travaillés par des nouveaux acteurs qui sont les microbes. Donc, je ne pense pas que les sociologues vont nier ça. Mais si, d'un autre côté, il faut se rabattre sur, disons, la sociologie, l'auto-sociologie ou la sociologie spontanée que le scientifique va faire lui-même, se pose la question, pourquoi celle-là serait plus adéquate, plus claire? Parce que est-ce que lui a une meilleure conscience de la réalité sans admettre qu'il faut il ne faut pas accepter la sociologie qui est présentée, il faut la prendre, mais en lui posant des questions et non pas la reproduire comme et l'opposer à la sociologie du sociologue versus la sociologie du scientifique. Ce n'est pas à l'idéologie du savant qu'il s'agit d'enquêter. Si vous allez avec un micro demander à un physicien célèbre qu'est-ce qu'il pense des problèmes de la société, il va vous dire généralement des banalités comme n'importe qui dans cette situation-là. Ce n'est pas du tout cette sociologie-là implicite, là, cette même sociologie, cette philosophie spontanée du savant qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la partie justement qui n'apparaît jamais comme parlant de la société, mais qui parle de technique. Et plus elle est technique, moins d'abord le scientifique a de défense, ce qui est très utile pour l'interview, a de défense, puisque c'est tellement technique qu'il n'y a justement pas peur d'être de gauche, de droite ou d'une épistémologie ou d'une autre, peu importe. Et c'est justement dans ces détails techniques que se font de nouvelles associations qui jusqu'à présent n'étaient pas faites. Mais en quoi ces associations sont sociales et culturelles? Elles sont sociales parce que ce sont des associations. C'est-à-dire qu'elles reconstruisent des liens qui étaient faibles deviennent des liens forts et des liens qui étaient forts deviennent des liens faibles. C'est une façon de lier. Le travail de laboratoire est un travail de liaison, d'association, de destruction. C'est tout à fait physique. Souvent, ça peut être d'avoir un instrument qui tape plus fort et qui crée une autre épreuve. Vous modifiez les épreuves dans lesquelles les phénomènes sont engagés. C'est-à-dire qu'il se passe, on éprouve les rapports de force dans un laboratoire, partout. Mais dans un laboratoire, on renverse aussi les rapports de force. Vous aviez tant de milliers de médecins qui se battaient contre ces invisibles, ces microbes invisibles, pour reprendre l'exemple, et en quelques années, quelques laboratoires, peu nombreux, renversent complètement le rapport entre des gens qui avaient toujours jusqu'à maintenant été vaincus par les microbes en vainqueurs des microbes. Comment ça se fait? Alors on peut dire c'est une révolution scientifique, brusquement les gens s'aperçoivent que partout il y a des microbes, et on peut vouloir étudier en détail comment se renverse ce rapport de force. Ça peut être un procédé de culture. Je vous donne un procédé de culture. J'y injecte mes microbes. Mon microbe va s'y développer. C'est la première fois dans l'histoire du microbe que le microbe se développe dans un milieu fait pour lui, où il est tout seul, sans compétition. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une tâche sur le milieu de culture, il va devenir visible. Donc on va transformer le microbe, on va lui faire subir une épreuve tout à fait nouvelle pour lui, et nouvelle pour celui qui l'étudie. Le microbe va devenir visible, et voilà, un rapport de force qui va trouver se transformer. La force principale du microbe, qui était son invisibilité, devient maintenant renversée, je le rends visible. Et moi, bactériologiste, je vois le microbe qui était jusqu'à maintenant invisible. Voilà un exemple de renversement de rapport de force. Vous allez me dire, ce n'est pas social. Ce n'est pas le capitaliste derrière qui explique ça. Mais si vous me dites, ça ne concerne pas les associations, ça ne transforme pas la société parce que ça ne transforme des associations, je vous dirais non. Au contraire, c'est celle-là qu'il faut étudier. Une petite transformation dans le mode de culture de microbes renverse des rapports de force et va donc créer une nouvelle autorité. Le même monsieur qui avant ne voyait pas le microbe avait une autorité très réduite et se retrouve maintenant avec le même monsieur plus la culture de microbes avec une autorité nouvelle. Autrement dit, le contenu réel de l'autorité dont parlent les sociologues est très souvent à rechercher dans ce genre de petites manipulations techniques. L'autorité, on ne sait pas ce que ça veut dire, la légitimité non plus. Une culture de microbes, on peut le décrire. Et si vous vous associez à une culture de microbes, vous allez gagner la main. Vous allez donc changer le rapport de force. Vous étiez faible, vous devenez fort. Vous avez l'air de dire qu'on construit une société avec toujours autre chose que du social, avec des microbes, des étoiles ou des hormones cérébrales. Je crois que c'est exactement ça qu'on fait. Je ne crois pas qu'on construise... S'il y a des sciences... Si nous sommes dans une société qui est complètement scientifique, toutes les sociétés se construisent avec autre chose que du social, que des relations sociales. Elles se construisent, c'est même les sociétés traditionnelles, c'est pour ça qu'on peut les étudier comme on étudie des sociétés scientifiques, en faisant constamment appel à d'autres ressources que le social. Elles parlent...
tous les anthropologues l'étudient constamment quand ils étudient les sociaux sauvages, simplement ils étudient l'étudier chez nous. Ils savent très bien qu'on ne peut pas, dans une société primitive, parler des relations entre les gens sans parler des relations avec les bêtes, sans parler des poissons, sans parler des techniques de chasse, sans parler des ancêtres, etc. Et quand on arrive à nos sociétés, ils font la séparation entre le social, d'une part, qui est l'ensemble des relations entre groupes, et d'autre part, le béton, les électrons, l'électricité, le téléphone, etc. Or, avec quoi on fait nos relations? Nous faisons nos relations continuellement avec des télévisions, avec de l'électricité, avec de l'électronique, avec des microbes, etc. C'est-à-dire que nous reconstruisons la société avec des éléments qui ne sont justement pas sociaux. Les éléments sociaux, ils ne tiennent pas ensemble. Pas plus, c'est comme une mayonnaise qui se défrait. Il faut donc toujours autre chose pour les mettre. C'est pour ça que la division sociale et scientifique est aussi vaine. Parce que constamment, nous faisons la société, nous construisons la société avec des moyens différents. Donc oui, oui, c'est vrai. Précisément, l'une des faiblesses de la sociologie, d'ailleurs vous savez que la sociologie est née en même temps que le scientisme, et c'est bien par les mêmes gens, c'est Auguste Comte. C'est la même ce grande division entre d'une part les sciences de la nature qui nous disent exactement ce qu'il en est, et puis bon, ce supplément, cette science qui s'occupe du social. Mais le social se réduit comme une peau de chagrin. Parce que par définition, plus le débat politique devient intense, moins il apparaît politique, plus il va passer par d'autres médiations et on va développer science sur science. Donc si vous ratez l'analyse des sciences et des techniques, vous ratez finalement tous les débats importants dans une société. Regardez sur l'avortement, sur la pilule. À chaque fois, des transformations majeures ne passent pas par le domaine qui est codé comme social ou politique, mais passent par d'autres domaines qui sont codés techniques. Mais je pense que la contribution de l'ethnographie, c'est du point de vue du sociologue, c'est de montrer qu'effectivement, la tendance qui était trop dominante de considérer uniquement les groupes sans voir qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains, à mon avis, c'est quand même une exagération de dire le contraire. C'est peut-être une formule qui est percutante, mais de dire que tout se construit avec n'importe quoi sauf du social, je pense que c'est l'inverse de l'autre. La contribution, c'est beaucoup plus de dire aux sociologues, l'analyse que vous faites maintenant doit tenir compte et des microbes, parce qu'effectivement, les microbes jouent un rôle dans les acteurs. C'est un nouvel acteur, donc, mais on continue à faire de la sociologie. Parce qu'effectivement, les travaux les plus récents vont essayer effectivement d'intégrer les deux. Le problème, c'est pas d'essayer de pondérer le rôle de l'instrument dans l'évolution de la société ou des luttes pour le pouvoir et le rôle de ce qui était traditionnellement la sociologie, soit la bourgeoisie ou autre, mais de mettre ensemble ces deux choses-là. Donc l'ethnographie est une contribution à mettre le focus sur un objet qui fait partie aussi des relations sociales. Parce que lorsqu'on étudie un laboratoire, ce qui sort, ce n'est pas uniquement des substances et des articles, mais c'est aussi une formation qui, en sortant, le fait de sortir d'un laboratoire où on va avoir fait une découverte importante, va avoir un impact différent sur l'individu qui en sort de celui qui sort d'un laboratoire où on n'a pas réussi à faire cette découverte-là. Je pense qu'un ne s'oppose pas à l'autre, mais c'est en additionnant les deux, la substance qui sort du laboratoire et l'individu qui en sort avec une formation qui n'est pas indépendante de la substance, qu'on va avoir une vision, on l'a vu, beaucoup plus globale de toute la dynamique sociale qui est la somme peut-être des bourgeois et des microbes, mais qu'il ne faut pas oui, mais essayer je de suis pas sûr pondérer que les deux. c'est pas simplement une juxtaposition de deux approches. Ça veut dire en un sens, tout ce qu'on fait, en fait, je vois, un seul sens, c'est de dire donnons à notre analyse la même liberté d'agir qu'aux gens qu'on veut étudier. Le scientifique, il n'est jamais simplement scientifique dans son laboratoire. Il est constamment en train de bouger. Le technologue, encore plus. Il est vous le voyez là, et puis vous le retrouvez chez le Premier ministre, vous le retrouvez conseiller d'une grande société, vous le retrouvez en train de lire des romans, vous le retrouvez en train à la paillasse, en train de travailler, etc. Il est constamment en train d'associer, justement, des éléments qui, pour vous, sociologues, vous paraissent scandaleusement différents. Le laboratoire est un lieu de passage, c'est pas un lieu Alors, clos. Ça dépend. Enfin, on le construit comme un lieu clos, mais une fois qu'on a intégré, on a été rechercher tous les éléments extérieurs et qu'on les a mis là en boîte noire. Et qu'on y travaille. C'est là où on peut... Le microbe, une fois qu'il est arrivé, par exemple, dans son petite boîte, dans son milieu de culture, il est là, et c'est là où il faut travailler. Mais avant, il y a tout un travail pour recruter à la fois le microbe, prélever le microbe, le transformer complètement, prélever des groupes sociaux qui vont s'y intéresser, etc. Donc il ne se passe rien dans le laboratoire
qui n'aient été prélevés dans la société extérieure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'essentiel, je crois, de ce que nous voulons faire, enfin de ce que, disons, les études sur la science et les techniques, c'est de rendre à notre analyse une liberté que l'acteur a. C'est-à-dire que l'acteur traverse des domaines différents, il traverse le scientifique, le technique, le politique, le moral, etc. Et puis nous, on fait des catégories. En disant, il ne peut pas quand même à la fois être scientifique et homme politique, c'est ça qu'il fait. Alors, je crois que le minimum de collaboration entre des gens qui font de l'histoire des sciences, etc., c'est de ne pas imposer des contraintes à l'acteur parce qu'on ne peut plus le suivre. Et c'est très souvent les études d'histoire des sciences ou de sociologie donnent cette impression-là, c'est que vous avez l'acteur qui disparaît de votre champ de vision, puis vous voyez réapparaître à un autre endroit, et puis vous ne savez pas comment il est passé entre-temps. Donc si on se donne la liberté, la même liberté que lui, qui est de suivre les associations que lui fait, eh bien on pourra passer à travers ces distinctions entre le scientifique et le technique. La société brasse constamment ces distinctions, et nous, on n'arrête pas d'en rajouter. Donc je crois que c'est là peut-être l'intérêt des études ethnographiques, c'est d'avoir montré la liberté de manœuvre, pas la liberté de manœuvre, mais l'hétérogénéité des associations que fait un scientifique pour produire des certitudes. Les certitudes ne sont pas produites en certitude. La logique n'est pas produite avec des domaines logiques. Elle est produite avec des tas d'autres choses, toute une masse hétérogène d'alliés, et cette masse hétérogène d'alliés, on ne la décrit pas, parce que nous, on veut des choses pures. On veut la bourgeoisie, mais on ne veut pas des microbes. Bruno Latour, Yves Gingras, je vous remercie.